Là, les hommes s'entraînent à ouvrir un couloir sécurisé en zone urbaine pour stopper une attaque terroriste. Il y a plus d'entraînement ou de missions réelles? Il y a plus d'attaques que d'entraînement. L'unité du Yamam a été créée en 1974 pour donner une réponse aux prises d'otages et attaques terroristes au sein des gardes frontières, dépendant des forces spéciales de la police. Mais depuis déjà plusieurs années, cette unité opère dans les territoires comme unité d'élite antiterroriste et ses missions à l'intérieur de la ligne verte ont considérablement diminué. Au sein du Yamam se côtoient ceux que l'on appelle les attaquants, les singes qui descendent en rappel, les tireurs d'élite, des hommes du génie, mineurs des mineurs, les maîtres chiens, les chauffeurs d'opération expérimentés sur des engins de toutes sortes, des paramédics et les fameux Mitztaravim, ceux qui se déguisent pour surprendre l'ennemi sur son propre terrain. Les combattants viennent de tous les milieux, toutes les couches de la société israélienne et de tranches d'âge variées. Le plus jeune a 24 ans et le plus âgé 42 ans. 44 ans. Le commandant Guimel a 33 ans, célibataire et vient du sud du pays. Il a toujours souhaité faire carrière dans les forces de sécurité. Je voulais servir dans la meilleure des unités d'élite, dans la meilleure école de contre-terrorisme en Israël et peut-être du monde. J'ai donné tout ce que je pouvais pour y arriver. C'est autant une mission qu'une vocation. On croit à ce qu'on fait plus que tout. Ensuite, il y a toutes les sensations qui viennent après l'opération. Nous ressentons l'importance de ce que nous faisons. Dans leur viseur, ces deux policiers d'élite voient le monde de la même façon. Mais lorsqu'ils finissent leur journée de travail, leurs univers sont bien différents. Shin, le premier, vit dans une implantation au-delà de la ligne verte. Il a déjà 50 ans, est religieux et est déjà grand-père. Son équipier, Aleph, la cinquantaine aussi, vient d'avoir un bébé. Il est laïque et vit près de Tel Aviv. Tous ici, sans exception, ont eu de la chance, au moins une fois. Quelquefois, les balles de ceux qui sont face à nous passent très près. Je suis persuadé que quelqu'un nous protège. Vous pouvez me donner un exemple? Il y en a tellement. Alors que depuis plusieurs mois, ils ont participé à des centaines d'opérations, seules quelques-unes sont connues du grand public, comme l'élimination du terroriste Ibrahim N. Aboulsi, le leader du groupe mafio-terroriste La Fosse au Lion, ou encore la mise hors d'état de nuire du meurtrier des deux frères Hillel et Yagev à Hawara. Enfin, dernièrement, contre les terroristes ayant sauvagement assassiné la mère et les deux filles de la famille Di. Pour arriver à nos fins, nous avons des informations extrêmement précises du Shabak, le renseignement intérieur. Nous savions qu'étant tous affiliés au Hamas, ces hommes n'allaient pas se rendre. Dès que l'engagement avec eux a été établi, on a su qu'il n'y aurait qu'une seule issue. La dernière opération au cœur de la Casbah de Naplouse était très dangereuse et les Mitztaravim de l'unité d'élite ont dû faire appel à toute leur expérience et leur savoir de combattants. Pour la première fois, leur chef nous parle de leur mode opératoire sur le terrain et revient minute par minute sur l'opération. Mon second et moi menions une dizaine d'hommes à travers la Casbah et nous sommes arrivés de différentes directions pour surprendre l'ennemi. Nous étions tous déguisés, avancions en secret, en silence, sans se faire remarquer. Il faisait jour, c'était en pleine journée. Ça fait quoi d'être en pleine Casbah à Naplouse, en pleine journée? Ça fait monter l'adrénaline, surtout quand on s'est tellement préparé à ce genre d'opération, avec les meilleurs éléments. Le chef des Mitztaravim, Aleph, a, comme il le dit, beaucoup d'heures de vol à son actif. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'une opération supplémentaire. D'abord, vu la complexité de la force de frappe qui doit se mettre en place en plein jour, au cœur du camp ennemi, mais aussi vu l'importance des cibles à éliminer. Les meurtriers de Maya, Rina et leur mère Léadi. Le chef Aleph et ses hommes atteignent la maison. Ils changent leur déguisement pour leur tenue de combat et passent à l'action. Le combat commence. Vous avez tout de suite été pris sous un feu nourri.
Oui, beaucoup d'échanges de tirs, grenades, explosifs, mais petit à petit, nous avons réussi à nettoyer la zone. À ce moment de l'attaque, le chien policier Django est envoyé en avant afin de vérifier que d'autres terroristes ne sont pas cachés dans les décombres. Comme il l'a fait de si nombreuses fois, Django part à l'attaque et saute sur l'un des assaillants, retranché derrière un mur. Grâce à cela, le terroriste dirige son arme dans sa direction, permettant au maître chien de faire feu sur le terroriste et de le neutraliser. Le chien policier Django est, lui, tué sur le coup. Malheureusement, Django est mort, mais je peux affirmer que c'est grâce à son sacrifice que tous les combattants sont rentrés sains et saufs à la base. S'il n'avait pas été là, nous ne serions pas tous revenus. Vous avez vu les terroristes? Oui, et il y a une satisfaction certaine quand on est sûr qu'ils ont reçu ce qu'ils méritaient. Vous êtes en pleine opération, ça tire de tous les côtés, des gens sont blessés, et puis vous rentrez tranquillement à la maison et allez chercher les enfants à l'école? Comment vous arrivez à gérer ça? Il faut savoir donner aux enfants et à son entourage de la sérénité, une impression de calme, que tout va bien, sourire, faire preuve de patience et ne rien laisser transparaître de ce que vous avez vécu quelques heures plus tôt. J'ajoute que la majeure partie de mes proches ne savent pas ce que je fais. Pendant une opération, vous tuez des gens. Comment rentrez-vous chez vous? Une seconde, je dois rectifier ce que vous venez de dire. Nous sauvons des gens. Oui, mais des gens meurent. Quelquefois, il n'y a pas le choix. Des individus décident de mettre la vie de civils en jeu. Et maintenant, grâce à notre travail, ces mêmes civils peuvent continuer leurs existences comme ils l'entendent, sans danger. Ça, c'est la réalité. Il est très facile là, tout à chacun de faire la différence entre le bien et le mal. Et c'est ce que nous faisons. Que ressent-on quand on en arrête un comme ça? Je ne suis pas sûr que je souhaite répondre à cette question. Dites ce que vous ressentez vraiment. D'abord, on est content de l'avoir stoppé. Mais quand il s'agit d'un terroriste ayant fait des actes tellement barbares, ça laisse un goût amer dans la bouche. L'une des premières choses que nous inculquons à nos hommes, c'est le libre arbitre dont ils doivent faire preuve sur le terrain. Ce ne sont pas des robots, ils doivent penser et faire preuve d'ingéniosité face au développement de la situation pendant l'opération. Et bien sûr aussi appel à tout leur professionnalisme et l'expérience qu'ils ont acquis avec le temps. Enfin, il y a l'importance de ce qu'ils font pour le pays, ça aussi ça compte. Aleph et Mem sont mariées à des officiers du Yamam. Depuis des années, elles doivent faire face à leurs peurs, aux alertes en pleine nuit et à l'incertitude constamment présente. Elles sont aussi celles qui trouvent la manière d'expliquer, ou plutôt de ne pas dire vraiment, aux enfants et aux proches, ce qui se passe quand papa n'est pas là. Si je dors bien la nuit? Non. Si la nuit il y a eu une opération et que le terroriste n'a pas été abattu, je sais que je dois changer tous nos projets pour les jours qui suivent. Notre vie est ainsi faite. C'est incroyable que vous soyez la première psy de l'unité, non? Je pense qu'avant, on ne donnait pas autant d'importance à l'état psychique des combattants. C'est même un tabou, une sorte de façon de se protéger. Aujourd'hui, les hommes de l'unité, leurs compagnes et leurs proches bénéficient de traitements adaptés en cas de besoin. Mon rôle est d'accompagner ces combattants. Si un des hommes vient avec un trouble particulier, je l'accompagne et l'aider à redevenir opérationnel au plus vite. C'est mon rôle. À la différence des autres unités d'élite, un combattant du Yamam atteint le summum de sa formation autour de ses 40 ans. Seuls 10 candidats sur 1000 seront retenus après les épreuves de sélection. Chaque homme est choisi avec une précision microscopique et qui rassemble toutes les qualités requises pour ces missions presque impossibles.